Et une autre dimension qui a été très importante pour la révolution culturelle, la révolution tranquille et la culture québécoise, c'est tout la production théâtrale. Oui. Là, je pense à Michel Tremblay et à vraiment la valorisation de la langue québécoise dans le théâtre. Oui, tout à fait. C'était une belle période pour le théâtre au Québec, on va se le dire. Il y a eu l'Hostie de Show. Vous me permettrez, le sacre, c'est le nom du spectacle. On ne le définit pas toujours en théâtre parce que c'était un spectacle éclectique de musique, de théâtre, de tout ce que ces artistes pouvaient imaginer, mais c'est encore une pièce ou enfin une œuvre considérée comme euh, un des éléments très fondamentaux de la culture de la Révolution tranquille. Et parallèlement à ça, dans les mêmes années, on a en effet la pièce de théâtre Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, qui, je pense, est produite sur scène la première fois en 1968 et c'était au Rideau Vert, au théâtre du Rideau Vert. Et cette pièce est absolument fabuleuse. Et elle aura un rôle vraiment, vraiment très fort dans la recherche d'identité culturelle ou même dans la définition de ce qu'on veut et de ce qu'on cherche en tant que Québécois et Québécoises. Et je ne sais pas si on aurait la même force culturelle sans Michel Tremblay, mais la particularité de cette pièce, Les Belles Sœurs, c'est qu'on a Germaine Lauzon, qui est le personnage principal, qui gagne des timbres. Et ces timbres lui permettent d'acheter des objets dans un catalogue. Mais elle doit coller les timbres sur des plaquettes. Et ce qui est un travail fastidieux parce qu'elle a des centaines de timbres et elle fait donc venir ses voisines. Et la pièce tourne autour d'une conversation entre voisines. Déjà, ici, on montre, c'était pas du Shakespeare, c'était pas du Molière, on est loin des grandes traditions théâtrales françaises. On montre à quoi ressemble la conversation québécoise moyenne dans une maison de Montréal. Et plus encore, on utilise le joual, donc la fameuse langue québécoise typique qui est parlée par les familles, qui est parlée par la population de l'époque. Et ce que Michel Tremblay a fait, c'est de dire au Québec, c'est possible de faire quelque chose de beau, c'est possible de faire quelque chose d'intéressant, c'est possible de faire quelque chose qu'on veut montrer au monde et de le faire en québécois. Et les belles-sœurs la pièce va être traduite dans plus de 30 langues, en fait, et dont en yiddish, on a une forte population, ben une forte, ça reste une minorité, on s'entend, mais on a une population yiddish assez importante à Montréal. Et la pièce, bizarrement ou enfin surprenamment, la pièce est allée chercher des gens, cette minorité yiddish s'est sentie représentée par la pièce de Michel Tremblay, qui se voulait pourtant 100% québécoise, mais Mhm. je pense qu'on a réalisé avec les belles-sœurs que le rôle de la minorité, ce sentiment minoritaire dépassait le Québec. Il dépassait le francophone moyen et c'est une pièce qui a grandement contribué à faire connaître le Québec, mais à aussi créer des ponts avec d'autres minorités importantes au Québec et ailleurs. Et Michel Tremblay écrit encore aujourd'hui, il publie encore des livres, c'est encore un trésor national. Et cette pièce est vraiment, vraiment à l'avant-garde euh, de, euh, du culturel 100% québécois. On s'entend, les chansonniers Gilles Vigneault avaient commencé avec des textes très québécois, mais je pense que les belles sœurs ont frappé beaucoup plus, pas durement, mais ont vraiment beaucoup plus frappé l'imaginaire collectif. Et il y a même un journaliste qui, après avoir vu la pièce, va dire, c'est la première fois de ma vie
que j'entends en une seule soirée autant de sacres, de jurons et de mots orduriers de toilette. On ne dit pas s'il était content ou non de l'entendre, mais ça montre que Michel Tremblay n'avait pas essayé de rendre le Québécois plus beau. Il était en train de dire au monde, le Québécois est beau et je vais vous le prouver. Et il a réussi. C'est des bonnes ressources d'ailleurs pour les personnes qui vivent au Québec et qui ont de la difficulté à comprendre ce que les Mhm. gens disent. Lire ces pièces de théâtre, rechercher les mots, demander aux gens mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase. C'est un bon support d'étude qui est à la fois culturel et à la fois passionnant et en même temps on apprend le français et la langue. Donc Oui. c'est vraiment une super ressource. Quoi. Et ce qui est encore plus intéressant avec Michel Tremblay, si vous lisez ses romans, c'est que Michel écrit dans un français impeccable. Son français est d'une beauté et c'est magnifique. Mais ses dialogues Mm. sont en joual. Ses Mm. dialogues sont dans cette langue québécoise crue qui, comme tu le dis, va être un petit peu plus difficile à comprendre pour la personne qui n'est pas habituée. Mais c'est ce bon mélange. Et comme tu dis, oui, c'est un outil d'apprentissage incroyable parce qu'on a ce français-là impeccable qui nous montre un peu la scène et on a les dialogues qui nous ramènent à la réalité du parler québécois encore aujourd'hui, Mm. soyons honnêtes. Mais c'est ça, et quand on veut on a souvent ce rêve de je veux être fluent, je veux parler couramment, je veux avoir un niveau avancé. Mhm. Le niveau avancé, tu peux l'avoir quand tu sais jongler entre les niveaux de langage, qu'est-ce qui est du français formel ou littéraire, qu'est-ce qui est du français quotidien, et que tu as cette liberté de jongler entre les deux. Et ça se travaille, et des ressources comme Michel Tremblay, c'est vraiment un bon support pour développer cette flexibilité, puis cette compréhension, et puis juste Absolument. savoir parler avec tes voisins, quoi. Et oui, surtout ceux un peu plus âgés parfois. Oui. Ou dans les séries, ce qui nous amène au sujet de l'humour, parce qu'il y a beaucoup de séries, de productions québécoises qui reposent sur l'humour et se Mhm. moquer des petites choses de la vie quotidienne, et ça reste très, difficile à comprendre, même pour les Français. Déjà, souvent, les Français ont besoin des sous-titres pour comprendre ce Oui. qui se dit. Moi, ça va, j'arrive à comprendre, mais parfois, je suis là et je me dis: L'humour «Je est très comprends pas, qu'est-ce qui est culturel. drôle?» Oui, l'humour est très culturel et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, au Québec, on a une émission qui a duré sur des années qui s'appelait Un gars, une fille, qui a été rachetée en France et à un moment, les épisodes étaient déjà écrits, mais le tournage en France était plus rapide que celui au Québec et Guillaume Lepage, qui était l'acteur québécois de la série, s'était fait dire en France que non, non, l'émission était française et qu'à la preuve, les épisodes français sortaient avant ceux des Québécois. Et ce pauvre Guillaume Lepage qui portait l'émission sur son dos depuis plus de 10 ans au Québec a décidé de rire de la situation, mais ça montre, on parlait un peu du lien entre le Québec et la France d'un point de vue culturel. Et ça, c'était un bon exemple où le Québec s'est immiscé chez les Français sans qu'on s'en rende compte. Mais oui, l'humour est extrêmement culturel et avant la Révolution tranquille, l'humour québécois était très tourné vers l'extérieur. On se comparait aux Français, on se comparait aux Anglais, on se comparait au reste du Canada, par exemple. Et c'était un humour qui était quand même très doux, hein, parce qu'on était encore un peu sous la domination de l'Église catholique. Et donc, on devait faire attention à ce qu'on disait. Duplessis n'était pas un premier ministre qui aimait tant que ça la critique. On n'était pas dans une dictature, on s'entend, mais c'était pas du tout un gouvernement ouvert et ça se ressentait dans l'humour, dans le théâtre et dans toute la culture. Avec l'arrivée de la Révolution tranquille, on a vu apparaître un humour très québécois et c'était un humour beaucoup plus critique aussi, beaucoup plus cynique. Et d'ailleurs, un des groupes humoristiques principaux de l'époque s'appelait les Cyniques, qui sont arrivés avec des textes qui étaient grinçants, mordants et même vulgaires.
Donc là encore, on reprend le langage, le joual, donc le québécois, on l'amène sur scène, mais dans un objectif critique, dans un objectif de se regarder dans les yeux et d'accepter que, bon, on fait des erreurs et que on doit, si on veut avancer, on doit s'auto-critiquer soi-même. Et on a donc un humour qui est tourné vers l'intérieur, vers ce que c'est que d'être un Québécois, une Québécoise, l'autocritique en fait qu'on ne s'était pas permis de faire jusqu'à maintenant. Et on voit aussi l'apparition sur scène des femmes, dont Clémence Desrochers, qui était une humoriste très connue à l'époque. Et Clémence, un peu comme Michel Tremblay, va mettre sur scène le Québécois moyen, la Québécoise moyenne. Donc, elle ne se tourne pas juste vers le gouvernement ou vers l'Église ou vers les institutions. Elle va mettre sur scène l'être humain normal avec qui elle interagit à tous les jours. Et c'est donc ici encore un humour qui est tourné vers l'intérieur. Et c'est ici qu'on trouve la naissance de ce que va devenir toute cette scène culturelle, humoristique tellement forte au Québec. On le voit avec Juste pour rire, qui est les petites capsules qu'on trouve dans tous les aéroports internationaux. Et moi-même, avant de commencer à voyager, je ne savais pas que les gens connaissaient Juste pour rire. Et on aime l'humour au Québec. On a beaucoup d'humoristes québécois si on prend en compte la population, on Oui. s'entend. La- Et on a une école de l'humour, ce qui est Mmh. aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, et donc, cet humour-là est encore aujourd'hui un aspect important de notre culture et ça a commencé beaucoup avec ces groupes-là pendant la Révolution tranquille et ici encore avec des subventions, mais plus que ça, avec un gouvernement ouvert aux critiques, hein, parce qu'on Mmh. s'entend, l'humour a de la difficulté à naître et à survivre quand on est dans un État qui empêche cette ouverture culturelle-là. Donc, l'ouverture du gouvernement à l'époque a aussi permis la naissance de une super culture humoriste au Québec. Ouais, donc pour comprendre l'humour québécois, bah, c'est important de comprendre la langue parce qu'il y a quand même, Oui, les jeux de mots. les jeux de mots, c'est du français, donc la base, c'est beaucoup des jeux de mots ou ça repose sur le langage en lui-même. Oui. Après, il y a toutes les références culturelles Mhm. où si on les connaît pas, on va pas comprendre les blagues. Mais on l'a vu aussi, Anthony Cavana, François Pérusse, dont on a parlé, les humoristes qui ont voulu percer en France ont adapté leurs textes. Ouais. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'ai vu un spectacle de Eddie Izzard. Eddie est anglais. Il vient de la Grande-Bretagne, mais il parle 4 langues Mmh. parfaitement. Et il donnait son spectacle en français au Québec, à Montréal, mais c'était son spectacle français de France qu'il n'avait pas adapté au Québec. Et une des parties les plus drôles du spectacle, c'est qu'on l'a vu à certains moments s'arrêter et faire Oh, ça marche pas au Québec. Sur des références culturelles comme de marcher sur le gazon dans les parcs, quelque chose qui est interdit dans beaucoup de parcs à Paris, par exemple, mais qui est jamais interdit au Québec. Et donc, le Québécois moyen dans la salle avait pas de référence culturelle et c'est un autre bon exemple de ce facteur culturel important. Et donc, l'arrivée des humoristes au Québec a permis d'avoir un humour qui était nationalisé, qui était concentré sur la culture québécoise. Et encore aujourd'hui, l'humour est difficile à transmettre. On pourra parler de mondialisation comme on veut, l'humour reste très central et très national. C'est vrai, il faut avoir grandi avec. Et il y a un aspect aussi de l'humour québécois. En français, on dirait, ou en France, on dirait c'est un peu pipi caca ou les blagues Oui, sexuelles. C'est quand même très, très vulgaire souvent. on est très américain, hein. Il faut pas oublier que le Québec se trouve sur ce grand continent qui est l'Amérique et je trouve que notre humour ressemble beaucoup plus à celui des États-Unis qu'à celui de l'Europe. Et pour être honnête, je suis moi-même une fan de l'humour britannique et j'ai un peu de difficulté avec l'humour moyen Québec, États-Unis. On en a des très bons, mais c'est en effet un autre niveau d'humour complètement.
Qui existe aussi en France. Il y a Oui. certains comiques de France qui sont aussi, on dit, au ras des pâquerettes, avec les des blagues Oui. vulgaires et c'est voilà, ça arrive, mais Il y en mais a c'est pour vrai que tous les ouais. goûts, Non, hein, pour en tous les fin de goûts, ouais. compte. Super, bah, c'était un tour d'horizon rapide. On pourrait y passer, des heures et des heures, mais c'était Oh une oui. bonne introduction, je pense et il y a de quoi, aller, explorer plus loin. Je vais, mettre quelques dans les sous-titres ou dans la description des références d'artistes, que vous pouvez aller voir et puis, bah, Hichette, peut-être que tu peux juste te présenter, nous donner un petit peu de background, sur, qui tu es, ce que Oui! tu fais. Ben, comme tu disais, québécoise, d'origine, malgré ce que mon prénom pourrait en faire deviner. Hem, je suis, rédactrice maintenant après, des études en politique, en histoire, entre autres, d'où ma petite connaissance sur, l'aspect culturel de la Révolution tranquille. Et donc un peu comme toi, la langue est au centre de ce que je fais, à tous les jours et ça me fait toujours du bien aussi de me rappeler que on a une langue à nous, en fin de compte, hein, et on a une culture à nous et la raison pour laquelle elle existe et la raison pour laquelle elle est encore forte aujourd'hui, c'est qu'on continue à favoriser cette culture-là et j'invite tout le monde à y jeter un coup d'œil. Mmh mh. Mmh. Ouais, que vous appreniez le français international, québécois ou de n'importe où, c'est toujours bien d'ouvrir ses horizons, puis Et de voilà, découvrir les choses, qu'on n'avait pas forcément, pensées avant. tout à fait.